Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Eh bien le bonjour mes amis ruralistes, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde savoure le retour des beaux jours ou des inondations suivant votre géographie. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du wargame à l'ancienne pour sa petite gazette traditionnelle. Enfilez vos pantoufles, gagnez votre meilleur fauteuil et bourrez votre pipe. C'est parti. Donc ces petites gazettes commencent habituellement par les actualités du podcast et de l'association. C'est parti les gars. Donc l'actualité la plus fraîche et c'est tout simplement la dernière réunion Super Warp en date qui a eu lieu le samedi. Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Eh bien le bonjour mes amis ruralistes, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde savoure le retour des beaux jours ou des inondations suivant votre géographie. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du wargame à l'ancienne pour sa petite gazette traditionnelle. Enfilez vos pantoufles, gagnez votre meilleur fauteuil et bourrez votre pipe. C'est parti. Donc ces petites gazettes commencent habituellement par les actualités du podcast et de l'association. C'est parti les gars. Donc l'actualité la plus fraîche et c'est tout simplement la dernière réunion Super Warp en date qui a eu lieu le samedi 28 février et qui inaugurait l'entrée de Rural Hammer sur d'autres terres et j'entends la grotte à bière de la Roche-Guyon. À l'entrée de la Normandie, à l'entrée des vallées de la Seine, au milieu des falaises de Cray. Donc c'était la première fois qu'on gagnait les lieux. Donc c'était encore une fois, j'ai envie de dire, une espèce de crash test, de bêta test sur les horaires, sur l'orga, est-ce que tout allait bien se passer. En vérité, voilà, ça fait à peine 6 mois que tout ceci existe, donc chacun de ces événements est quelque part toujours un crash test. Donc ce crash test, il a eu lieu, il s'est très bien passé, mais il a pointé quelques petits défauts de jeunesse, et ces défauts majoritairement placés sous le signe du rythme. Parce que, les gars, on s'est fait un midi 22h mené véritablement tambour battant. Le temps, en fait, d'aligner 2 matchs, mais des matchs qui étaient sous la forme d'un 2 versus 2. Bon, d'expérience, je sais que ces batailles-là sont assez nébuleuses et prennent souvent du temps. Là, le bilan, c'est qu'il n'y a pas eu une seule partie d'entièrement finie. Certains étaient quasiment jusqu'au bout, mais suivant en fait la rigueur horaire du planning, il a fallu parfois couper court. Donc pour ma part, je le prends un petit peu comme un échec, pas un échec complet naturellement, parce que je pense que tout le monde s'est bien marré, mais quand même un petit sentiment d'inachevé. Moi j'aime bien qu'une bataille puisse aller jusqu'au bout. Honnêtement, à Warhammer 40 000, c'est pas impossible que parfois il se passe des folies durant les tours 4 et 5. Donc petit regret sur ce point, mais néanmoins je pense que tout le monde a passé un bon moment et surtout à bien savourer le charme du lieu quelque part, parce que se faire du Warhammer dans une grotte comme ça, avec un éclairage très cosy et puis surtout avec une offre en bière et en nourriture quasiment idyllique, il y a vraiment que des très très bons produits là-bas. Donc j'espère, mes très chers ruralistes, que ça vous a plu. Si pour ma part je le prends un peu de travers à cause de ces ennuis d'horaire, sachez que c'est déjà à l'étude pour la prochaine fois, pour la prochaine réunion Super Warp dans la grotte à bière, qui sera sans doute un peu réaménagée en fonction de cette première expérience, et je pensais tout simplement modifier un peu pas forcément l'effectif, mais les matchs. Et je pensais à ce titre, pourquoi pas switcher
sur du 3 versus 3. Alors certes, c'est une bataille encore plus nébuleuse, mais cette fois, on n'en fera qu'une. On en fera qu'une et dans un rythme beaucoup plus paisible du coup. Et donc je pourrais même en profiter pour un peu étoffer les missions et les scénarios disponibles parce que pour cette première, j'en étais resté à du simple scénario bunker issu des White Dwarfs. Donc voilà, je suis ouvert à toute suggestion, hein. Mes très chers participants, n'hésitez pas à faire des retours, hein, sur le Discord concernant ce premier événement. Est-ce que vous voulez que ce soit autrement? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? En gros, voilà, quelles sont les pistes d'amélioration pour que tout le monde passe un encore meilleur moment? Mais en général, les réunions Tupperware ont toujours les mêmes écueils, hein. C'est tout simplement des problèmes horaires, parce qu'on n'est que sur une journée, donc il faut quand même mener nos batailles tambour battant. Et d'autre part, ça réunit véritablement tout type de joueurs. Ça, c'est vraiment un choix de ma part. Dans une réunion Tupperware, vous avez un gars qui a déjà fait de la ligue, voire qui en fait encore. Vous avez un gars qui vient de commencer à jouer à Warhammer 40 000. Vous avez un gars qui est hyper casu, qui fait peut-être 3 batailles par version de jeu. Bref, tout ce monde-là, en fait, se trouve autour de la même table. Et naturellement, tout le monde ne peut pas, en fait, avoir le même exercice. Certains vont avoir besoin de régulièrement checker leur datasheet, alors que d'autres connaissent tout sur le bout des doigts. Donc moi, c'est mon cas avec la Death Guard. Honnêtement, je ne regarde jamais les datasheets, mais je comprends que pour d'autres, le problème se pose quand même. Mais bon, ça, en fait, ce défaut-là, je l'embrasse complètement, parce que c'est complètement le concept des réunions Tupperware, quoi. Il faut pas s'attendre, en venant là, à un exercice de jeu super fluide, super efficace. Moi, le but, c'est que tout le monde participe. Évidemment que ça a quelques petits effets secondaires, mais à vrai dire, pour mon plus grand plaisir, et donc moi, mon boulot, c'est d'aménager à la fois le planning et l'organisation pour que tout le monde s'y retrouve. Donc, pour ce premier volet à la grotte à bière, c'était encore largement perfectible, mais sachez que la prochaine fois, ce sera bien mieux. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis ouvert à toute suggestion à ce sujet, et si cette idée du 3 versus 3 étalé sur une journée avec un scénario un peu plus cossu, dites-moi si ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire vos retours dans la section dédiée sur le Discord, voire carrément à m'envoyer des messages privés si vous êtes timide ou si vous avez des trucs plus personnels à me dire à ce sujet. Bref, les réunions Tupperware, c'est quelque chose qu'on construit ensemble, et donc j'ai besoin de vous pour continuer à parfaire la formule. Dans les actualités du podcast, sachez que je rajoute un petit volet. Je vais vous parler du planning peinture, le planning peinture de Brother Maxou. Quelque part, je me dis, ouais, ok, ça fait partie intégrante de l'actualité du média. En gros, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une équipe de vampires Blood Bowl, hein, comme on en a parlé dans la dernière émission. Je l'ai quasiment fini, j'en suis très content. Ça m'a fait beaucoup de bien de repeindre, en fait, de la fantasy, hein. Ça faisait plus de 20 ans que je m'y étais pas collé. Donc, retrouvailles assez chouettes à ce titre. D'autre part, je suis également en train de peindre du Tyrannide, et là, ça se passe pas comme prévu. La Boarding Patrol Tyrannide, parce que oui, je fais uniquement ça pour jouer à Boarding Action. Il n'est pas question de faire une grande armée. Ça, c'était censé être un projet à rapido, un projet vite fait, et pourquoi pas un projet speed paint. Quand je dis speed paint, c'est l'exercice de la peinture avec ce que ça implique en rapidité d'exécution. Donc naturellement, j'ai jeté mon dévolu sur la peinture contraste ou assimilée, hein, parce qu'en ce moment, je suis en train de tester assez massivement la gamme Quick Gen. Je suis revenu sur mon choix. J'ai fait pas mal de fig tests, là, j'avais des thermagants délicieusement imprimés par l'atelier du Carlin Dodu qui me servaient de fig test, donc j'ai fait plein de thermagants à la contraste. Le rendu, il ne m'a jamais plu. Sur la peau, pas de problème, la contraste ou la quick-gen, c'est tout à fait adapté à ça, une matière molle, organique, potentiellement visqueuse.
aucun problème, c'est exactement, le support cible de ce type de peinture. Mais concernant la chitine, vous savez cette fameuse carapace qu'il y a sur tous les tyrannides, bah, la chitine à la contraste, je n'aime pas. J'ai tout essayé, j'ai essayé plein de couleurs et il y a rien à faire, je n'aime pas. Je ne retrouve pas en fait ce côté minéral dur, c'est-à-dire tout le contraire finalement d'une matière organique. Donc bah ça vient rejoindre quelque part cet avis que j'ai toujours eu sur les peintures contrastes, que je trouve parfaitement inadaptées dès lors qu'il s'agisse de traiter de la surface plane, dure, peu accidentée. Bah là ouais, c'est un peu la dernière occurrence d'une pensée qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Donc bah résultat de ça, bah, c'est que j'y vais en mode heavy metal, hein. Pour retrouver une bonne vieille chitine avec cette espèce de, vous savez, d'aspect quadrillé uniquement dans le sens vertical qui donne vraiment en fait cette sensation d'une matière minérale, dure et un peu inquiétante également, bah, je le fais avec du heavy metal. Donc bah là, ni une ni deux, ça projette en fait le planning peinture de cette petite patrole dans d'autres sphères et des sphères bien bien plus longues qu'un simple coup de contraste. Bon bah voilà, j'ai choisi ça, c'est tout simplement, la seule méthode qui me convenait réellement. Bon, bah, j'ai décidé de l'assumer à 100. Donc là, on est dans un exercice de la peinture assez, sadomaso, mais bah, comme dans tout exercice, sadomaso, le plaisir demeure. Et donc, bah, la peinture de cette chitine, hein, si longue soit-elle, elle reste en fait un exercice assez paisible et un exercice en fait où bah, sur chaque figurine, vous avez littéralement des centaines de coups de pinceau. Donc là, bah, on est dans le brushido, hein, les gars. C'est que je vais répéter des coups de pinceau des dizaines de milliers de fois, il n'y a aucun doute là-dessus. Bah, après ça, je serai meilleur, tout simplement. Je vais faire des traits de plus en plus fins, hein. Là, il y a pas moins de 4 couleurs, hein, sur chaque chitine. Donc bah voilà, le projet a dégénéré là-dedans. Après, il n'y a que cette partie des figurines en fait qui va être victime d'un gros retard de livraison. Donc s'il n'y a pas mort d'homme, et puis bon, j'ai quoi? J'ai 700-800 points. Ouais, c'est pas seulement 500. Il a fallu naturellement que je fasse le mariole à acheter tous les types de lictors pour pouvoir varier mes QG. Donc, bah ok, ça s'assume et à vrai dire, même si c'est très long, c'est vrai que là je le paye cher quand même, ça se fait quand même avec un certain plaisir, mais néanmoins, ces séances de peinture de carapace, je vais les ponctuer avec plein d'autres trucs, comme bah, ma petite équipe Blood Bowl, je suis également en train de finir le maître de chapitre de la Ravengard, Aiton Shan, et bah, nul doute que là c'était pas prévu, mais je vais y replacer quelques petits Iron Warriors dans ce planning pour un peu varier les plaisirs et ne pas faire que du tyrannide. En Iron Warriors, il me reste pas mal de trucs. J'ai de la MK2 Assaut, j'ai une autre escouade de Terminator, j'ai des escouades de soutien et un petit Spartan. Donc, on va se régaler. Et là, bah, à vrai dire, ça va être un vrai kiff parce que je vais jongler entre cette peinture tyrannide extrêmement longue et une peinture Iron Warrior où là on est dans l'exercice de chantier total. Là la recette, croyez-moi, elle est bien au point, pas le temps de niaiser quoi. Donc voilà, j'en reste pour là, à mon avis c'est ce qui meublera tout le planning peinture de mars. Et bref, de quoi bien remplir le bingo Ruralameur et n'hésitez pas à venir jouer avec moi au bingo Ruralameur sur notre sacro-saint Discord. Et pour continuer dans le 3615 My Life, eh bien, frère Maxou a fait une belle découverte hobbyistique avec sa Battle Force toute neuve des Corsair. Vous savez, cette boîte Corsair, honnêtement, elle valait pas trop le coup, hein. C'était une boîte à plus de 200 balles et elle était un peu chiche en contenu. Je l'ai acheté un petit peu la mort dans l'âme. Je me suis dit, ah, Games, voilà, vous venez de me plumer en beauté. Je l'ai acheté tout simplement, toutes ces unités, j'allais m'en servir dans mon projet Eldar à rallonge et clairement dans ma tête trottait en fait l'idée de pouvoir aligner une force de 1000 points exclusivement remplie de corsaires. Moi ces figurines franchement je les adore. Bon bah passé la douloureuse, je finis par recevoir mon petit colis. Et là quand même, bah c'est le kiff, hein. C'est le kiff, c'est-à-dire que les personnages qui ne me donnait que peu envie en photo. Une fois qu'on a la figurine dans les mains, c'est très 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 cool, hein.
c'est bien plus beau en fait, une fois qu'on l'a dans la main. Donc que ce soit le prince Iriel ou le prophète un peu signature corsaire, ce sont des figurines mais magnifiques, où ils se sont par contre complètement craqués en termes, de complexité d'assemblage. Il y a un nombre de pièces, vraiment faramineux parce qu'on parle quand même de toutes petites figurines. Alors là, ne confiez pas ça à un débutant parce que ça va tourner au massacre pur et dur, hein. Vraiment, c'était vraiment, du montage complexe pour de simples petits QG Eldar. La Viper, franchement, elle est magnifique, je suis fan. Alors que pareil, durant les premiers visuels, j'étais plutôt réservé et les nouveaux corsaires volants, ils ne déçoivent pas du tout, je les trouve impeccables. Donc bah bref, quelque part, malgré la facture, le plaisir demeure et cette boîte, je la trouve au final exceptionnelle dans la qualité et la conception de ses kits, quoi. C'est vraiment parfait. Et je dois naturellement en venir également aux futurs événements organisés par Ruralameur. Donc la prochaine réunion Super Warp, c'est le samedi 28 mars et ça a lieu une fois encore à la grotte à bière, donc suivant une formule qui sera sans doute un petit peu réadaptée pour éviter les petits problèmes de rush et de planning qu'on a rencontrés ce dernier samedi. Moi, je souhaite tout simplement un exercice de wargame plus paisible. Là, clairement, samedi dernier, de 12h, 22h, on n'a pas arrêté, hein, on était à fond. Et du coup, tu joues beaucoup, tu vois, c'est cool, tu lances plein de dés, mais à côté de ça, t'as pas trop le temps de parler aux gens. Et moi, j'aime bien parler aux gens qui viennent me voir. Et là, ça m'a un peu manqué. Expérience un peu à trous pour ma part, parce que moi, j'aime bien tout simplement faire causette. Là, le but, c'est qu'on retrouve un rythme quand même plus paisible. Et je pense du coup que cette future date, là, fin mars, elle sera beaucoup plus relax en termes d'exercice du jeu et on aura plus le temps pour causer entre nous. Je vais bosser là-dessus sous peu. Donc prochaine réunion Super Warp le 28 mars à la Grotte à Bière. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas. Et pour faire la suite, eh bien, ce sont des choses que je vous ai un petit peu annoncées via les émissions précédentes. On a le Rural Spring Ball qui sera une kermesse organisée durant le festival du jeu de Monneville, donc le village voisin du mien. Ça se passe le samedi 30 mai, donc ce sera une kermesse. On part sur un effectif qui, à mon avis, sera de 12 à 16 joueurs. On verra si on peut un peu augmenter l'effectif. Ça se remplit vite, les événements Blood Bowl, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est en cercle fermé cette fois. Si vous voulez vous inscrire, vous m'envoyez tout simplement un message sur Discord. Voilà, il n'y aura pas d'événement T3 et de lien d'inscription à part entière. Là, on se fait ça entre nous. Et pour faire la suite, eh bien, j'ai fait l'annonce du Rural Summer Break qui aura lieu le week-end du 4 et du 5 juillet 2026. Et ça, ce sera tout simplement une grande convention du jeu de figurines. Il y aura toute une partie dédiée à Blood Bowl, donc ce sera une fois de plus une grande kermesse, et d'autre part, naturellement, à Warhammer 40 000, avec un effectif qui reste à déterminer, et sur lequel, naturellement, je vais ajouter une bonne couche de boarding action. Donc, on part sur un effectif, à mon avis, tout confondu, qui sera à peu près d'une quarantaine de joueurs, mais je vais pousser, je pense, l'effectif jusqu'à 50, et tout ceci sera ouvert aux visiteurs, aux peintres, aux gens souhaitant faire des initiations. Bref, tout ça, je vous en dis plus. Pour l'instant, ce festival vous est annoncé pour que vous puissiez mettre une petite croix sur votre agenda. Donc ça, on en reparle très bientôt. Et la petite nouveauté du Rural Summer Break, eh bien, c'est que je vais faire appel à vous comme des membres à part entière de l'organisation. Vous en saurez plus très bientôt, mais que ce soit Blood Bowl ou Warhammer 40 000, eh bien, mes très chers ruralistes, vous allez mettre la main au panier pour participer un peu à l'orga, aux missions, aux scénarios, aux match-up, aux listes, etc. Je vais faire appel à vous. Le but pour moi, durant ce week-end, c'est de ne pas passer 48 heures à courir partout et tout le temps. Vous qui étiez au
Rural Hammerfest, vous savez de quoi je parle. Bref, tout ça, je vous en reparle très vite. Il me reste encore quelques détails à régler, mais ça arrivera très bientôt. Et pour finir, concernant l'association, eh bien, on va faire la première assemblée générale de l'association Rural Hammer. Donc ça aura lieu probablement en avril ou en mai. Ce sera donc cette fois exclusivement réservé aux adhérents de l'association, tout simplement parce qu'on va se rencontrer pour faire une espèce, voilà, vous aurez le petit discours du président, vous aurez le petit discours du trésorier, et ensuite, on se prévoit une petite séance un peu de suggestions où, tous autant que vous êtes, mes très chers adhérents, vous pourrez soumettre vos propres idées pour l'avenir des réunions Tupperware et globalement le fonctionnement de l'association. Donc voilà, ce sera la démocratie, mais pas trop non plus. Bon, maintenant qu'on en a fini avec les news de l'assaut, on va pouvoir s'occuper des news Games Workshop. Games Workshop. Games Workshop. Games Workshop. Et pour entamer un peu cette farandole de news, car il y en a eu quand même pas mal depuis le dernier gros événement, là où nous ont été révélés les nouveautés Custodes, etc. Il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu pas mal de trucs. Et parmi ces trucs, je voulais revenir sur un kit en particulier. Donc, une des dernières nouveautés de la firme de Birmingham. Games Workshop. Il s'agit tout simplement du Kill Team Shadow Hunt. Donc le Kill Team Shadow Hunt, les Night Lords et l'Adeptas Sororitas, vous savez, ok, les sœurs de bataille d'office, tout le monde a vu que ça tuait. Moi, quand j'ai vu les Night Lords, j'ai dit, mais pas ouf. Ok, il y a un mec qui vole là, il a des jambes de poulet mort. Je comprenais pas trop en fait ce qu'était censé représenter cette escouade de Kill Team. Je savais pas trop si c'était une unité spécialiste et tout. Bon bref, depuis j'ai eu les grappes sous les yeux et j'ai eu surtout le manuel de montage sous les yeux. Les mecs, on parle de Kill Team mais absolument phénoménal. Donc concernant les Célestes, là, d'office, c'est parmi, je pense, les plus belles figurines de l'Adeptas Sororitas. Cette escouade est incroyable, avec un kit mais très généreux, beaucoup d'options de montage. Il y a tellement de trucs à faire avec cette escouade. C'est à tomber par terre. Et côté Night Lord, là, j'ai découvert un kit, mais d'une générosité qui est véritablement terrifiante. C'est-à-dire que tous ces mecs-là, vous aurez à chaque fois pas moins de 4 options de montage différentes. Donc, respectivement, on va pouvoir faire cette griffe, enfin cette kill team spécialiste, donc qui est vraiment un type d'escouade de Night Lord particulier avec des options d'armes particulières, donc qui sera jouable entièrement à kill team. Mais d'autre part, ce kit, il vous permet également de monter à la fois des Raptors et des Warp Talons. Et putain, mais la générosité du truc, c'est proprement phénoménal. Honnêtement, sans sourciller, on va pouvoir se monter 10 Raptors complètement différents en achetant par exemple 2 boîtes. C'est à tomber par terre. Et moi, ça a un peu fait tilt dans ma tête parce que vous le savez, les Night Lords, j'en ai quand même pas mal parlé. Que ce soit dans des C'est votre projet ou que ce soit sur les émissions Board in Action. Ah là 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 là, ça fait envie. Déjà, on a eu en fait une espèce d'update du kit normal de Légionnaire via la griffe Nemesis, donc qui consistait à prendre un kit de Légionnaire et à l'améliorer via une petite grappe supplémentaire. Un kit qui d'ailleurs a reçu le prix de la meilleure figurine en 2024, ça j'ai toujours pas compris. Mais bref, ce kit, il était déjà mortel. La datasheet qui sortait avec était mortelle. Là, il nous rajoute ça. Il nous rajoute ça avec également un Chaos Lord sur Jump Pack qui fait terriblement Night Lords. Et du coup, cette kill team qui vous donne accès à tellement de trucs. On peut très bien imaginer une escouade de 10 Raptors, 2 petites escouades de Warp Talons qui auront vraiment un look d'enfer. Et pourquoi pas la petite escouade de spécialistes kill team. C'est vraiment chaud. Il y a beaucoup de choses à faire avec ce kit. Bon, néanmoins, on parle de kit Kill Team, donc c'est très cher.
Mais en tout cas, ça fait envie. Donc voilà, je tenais à vous partager ça. Parfois, les apparences sont trompeuses. Via une photo, lors d'un reveal, on se dit, mais pas terrible. Et une fois qu'on a la grappe et la notice de montage sous les yeux, on change complètement d'avis et ça ouvre tellement de nouvelles portes. Donc n'hésitez pas à aller sur Reddit, sur le fil Warhammer Instructions, où vous retrouvez en fait toutes les notices de montage des kits Game Workshop. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ces kits-là. Pouah, franchement, ça tue. Autre nouveauté et pas des moindres, du coup, qui est paru via le dernier volet de la campagne actuelle de fin d'édition de Warhammer 40 000, le Maelstrom, ils ont mis en place le Crucible of the Champions. Bah, ça c'est la très bonne nouvelle, les gars. C'est la très bonne nouvelle, c'est un outil de création de personnages. Je l'ai et j'en suis très heureux. Je suis en train, à l'heure actuelle, de lire toutes les règles. C'est cool. C'est cool, c'est vraiment très très cool et vous vous doutez bien que ce genre de truc, naturellement, je vais en reparler plus tard et probablement en bonne compagnie. Mais vous le savez, ici on vante les mérites d'un jeu un peu custom, d'un jeu narratif, d'un jeu soudé au lore. Naturellement, si on nous donne l'occasion de créer nos propres personnages avec leurs petits noms, avec leurs petites règles et tout, on va pas se priver et sachez que je suis en train de théoriser très dur là-dessus. Je me rends compte de plein de trucs assez géniaux. Par exemple, je peux me refaire un véritable prêtre sanguinien avec un jump pack. Ça fait bien plaisir. Le Crucible of the Champions, on va en reparler tout bientôt. Je pense qu'il y aura une émission complète dédiée à ce sujet. Par contre, et là, c'est un peu le mauvais côté de la chose, c'est que ce nouveau bouquin Maelstrom, en fait, le Crucible of the Champions, il prend toute la place en termes de règles, tant et si bien, que dans ce volet, on n'a pas eu le droit à de nouveaux détachements boarding action, alors qu'en fait, tout semblait faire croire que ça allait être le cas. Je vous rappelle que dans le premier volet de cette campagne, Titus et les 500 mondes, on avait eu quand même une bonne pelletée de détachements boarding action. Je n'en ai pas encore parlé à l'antenne, mais ça viendra un jour ou pas, parce que là on parle uniquement d'Ultramarine et de Necron, mais en tout cas ça a été fait, et du coup là on attendait de pied ferme une nouvelle livrée, surtout quand ça concerne des factions qui ont la piraterie soudée au cœur, c'est-à-dire les Red Corsairs ou les pirates Eldar. Naturellement ce sont des factions de premier ordre pour jouer à boarding action. Donc petite déception de ma part de ne pas avoir un petit update à cet effet, mais j'ai appris dans la foulée que ces détachements, ils étaient au programme du prochain White Dwarf. Donc vous me direz, la vie est quand même bien faite de temps en temps. Donc j'ai très hâte de découvrir ce que nous réserve ce White Dwarf, et on pourrait rêver d'un superbe détachement de Corsair Eldar et de Red Corsair, et des Red Corsairs qui pourraient prendre sous leur bannière à la fois de la garde renégate, des hommes bêtes, des mutants. Que sais-je, il y a beaucoup à faire, à mon sens, via ces factions dans ce mode de jeu. Donc, stay tuned, j'attends d'en savoir plus, mais là encore, tout ce qui touche à la piraterie, j'ai envie de vous en parler et ça devrait s'incarner sous peu dans un petit C'est notre projet des familles. Et en parlant de cette piraterie, sachez que Games nous a annoncé la sortie de 4 nouvelles patrouilles qui ont plutôt, qui sont complètement dans ce thème-là en vérité. Le thème de la petite bande de pirates. Et honnêtement, ces combats de patrol, elles sont mortelles. Ils nous remettent un couvert avec les Corsair Eldar, alors qu'ils viennent de nous sortir une Battle Force. D'ailleurs, c'est un peu écœurant, parce que la Battle Force, elle veut aller, on va dire, moyen le coup. Cette fois, la patrol, elle déboîte. Vous avez le prophète, 10 corsaires, 5 corsaires volants et un Wave Serpent, qui est très précieux lorsqu'on joue Eldar. C'est une belle petite patrouille, ça, c'est bien thématique, c'est bien coloré, ça fait plaisir. Les Red Corsairs également y ont droit, du coup, via le nouveau Reeve Captain, le grand chef des Red Corsairs, accompagné de 5 des tout nouveaux Raiders à tomber par terre, et de 10 hommes bêtes qui nous sortent tout droit d'un kit Kill Team. Ça fait vraiment bien plaisir, parce que je m'étais imaginé, dès la révélation de cette faction, clairement les voir évoluer aux côtés de
de ce genre de Gugus. Et le tout saupoudré d'un petit Rhino, le bon vieux Rhino 44 tout pourri. Le même genre d'offre nous est proposé côté Night Lords avec un Chaos Lord à Jump Pack. Là, il a un look terrible avec ses 2 serres du Warp, accompagné de 5 Chosen et de 10 légionnaires, naturellement accompagné de la petite upgrade Kill Team Nemesis et encore une fois saupoudré d'un petit Rhino tout pourrave. Et pour finir, eh ben, la plus belle d'entre toutes, hein, une patrouille superbe de Kroots. Alors là, pareil, hein, là, pareil, hein. C'est très très cool ce genre de petite offre de départ. Vous avez le Solilance qui, je vous le rappelle, peut se monter suivant 2 variantes d'assemblage. Une escouade de 3 Krootox Riders, une escouade de 10 Far Stalkers, là encore qui nous vient d'un kit Kill Team, un kit fabuleux, et un dernier Krootox, cette fois dans sa variante de tir. Bah, encore une fois, une très très belle patrouille, hein. Et là, je vous avoue que je suis un peu emmerdé, hein, parce que ça vient soulever des trucs dont j'ai déjà parlé. J'ai déjà pu vous vanter à tort et à travers les qualités d'une armée de Night Lord, mais je vous avais également vanté tout l'amour que pouvait vous fournir une armée de Kroots, hein. Bah là, il m'offre les deux, hein, les gars. Il m'offre les deux, et même les raids Corsair, hein, c'est très séduisant, surtout pour jouer à Board in Action. Donc, bah ça pue. Parce que honnêtement, il n'est pas impossible que je lance mon dévolu sur une de ces nouvelles petites boîtes, hein. Elles sont toutes franchement séduisantes, bon, excepté l'éternel Rhino qu'on a beaucoup trop vu et qu'on aimerait bien voir s'actualiser un petit peu. Honnêtement, ces 4 nouvelles patrouilles orientées piraterie, elles sont vraiment très 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 sympas. Et pour ma part, eh bien, j'y réfléchis. À vrai dire, je pense que ça dépendra des règles qui nous seront proposées à Board in Action dans le prochain White Dwarf. On verra ce qui se passe. Mais en tout cas, des très jolies boîtes. Malheureusement, je crois qu'elles seront encore une fois en édition limitée. Et ça commence à nous faire chier parce qu'en fait, les combats de patrol, donc de la gamme normale, elles valent de moins en moins le coup. Ok, elles sont là pour toujours. Et par contre, les patrols en série limitée, elles sont bien mieux, quoi. Et d'ailleurs, je m'en veux pas mal d'avoir raté celle où il y avait des harlequins, hein, qui est sortie aux alentours de Noël. Si vous avez acheté cette petite combat de patrol harlequin et que vous ne comptez pas vous en servir, pensez à moi, les loulous. Et du coup, pour continuer dans la foulée en fait de toutes ces nouveautés liées au Maelstrom, on a eu énormément de nouveautés du côté du jeu également, notamment avec une véritable avalanche de nouvelles datasheets. Donc, premièrement, on a Huron et ses potes, hein, une espèce de grande escouade de commandement qui est un peu dans la même veine que celle qui accompagnait Titus, c'est-à-dire une escouade qui a vocation à former une méga Death Star avec des règles honnêtement qui font complètement flipper, mais d'autre part, le genre d'escouade qui est vraiment atrocement cher en points. Donc pourquoi pas, moi sur des grands formats, c'est vrai que ce genre d'escouade, à mon avis, a tout à fait sa place. Les Raiders, Raid Corsairs, quant à eux, jouissent en fait d'une certaine originalité et je pense qu'ils vont offrir aux joueurs Space Marine du Chaos pas mal de fraîcheur côté gameplay. Il y a des trucs un peu discutables, hein, pourquoi ces Marines là disposent de 3 points de vie par exemple, mais bon, à côté de ça, on a un vrai ADN de Corsair, c'est-à-dire on a du mot-clé infiltration, voilà, on a des trucs un peu qui changent, des choses en vérité auxquelles les joueurs Space Marine du Chaos n'avaient jamais trop eu accès. Dans la foulée, on a également toutes les nouveautés Eldar, avec franchement des datasheets qui ne déçoivent pas, hein. Les volants Corsair, à mon sens, ils sont trop sympas. Ils vous offrent en fait une belle panoplie de jeux, beaucoup d'armes spéciales, beaucoup naturellement de facilité de mouvement. Et on a également eu plein d'autres factions un peu pêle-mêle, comme les fameux Twin Lance de l'Empire Tau, qui
peuvent se montrer assez originales, hein. Ce sont des élèves du coup de Farsight, mais qui tâtonnent un petit peu au corps à corps, c'est-à-dire ils tapent un peu avec leurs armes de tir, c'est plutôt sympa. Je pense que les joueurs tôt apprécieront. On a également un peu le champion berserk des ligues de Votann, qui est un véritable monstre. Alors là, c'est n'importe quoi la datasheet, le mec il bourre à dégâts 4. C'est un nain les mecs, c'est un nain avec un marteau. OK, ouais bon, c'est un peu abusé. Et également le nouveau Prima Tyrannide en mode sadomaso avec son fouet. Donc, je vais pas en dire plus aujourd'hui sur tout ça. De toute façon, ça fait quelques mois que le power creep, il est devenu mais systématique. Toutes les nouveautés sont pétées. Ça ne fait aucun doute. Là, ouais, à peu près rien n'y échappe. À vrai dire, là où je trouve qu'il y a le plus de sagesse, c'est du côté des corsaires Eldar. On a des datasheets, en fait, tout simplement raisonnables comparés à tout le reste. Mais bon, mention spéciale quand même pour l'escouade de commandement Duron et ce champion Votann qui est complètement atroce, quoi. Mais l'escouade de commandement Duron, les mecs, mais c'est putain, c'est n'importe quoi. Il y a une espèce d'équivalent de maître des exécutions dans l'escouade, mais lui, à lui seul, mais laisse tomber, quoi. Il peut te pourrir n'importe quel gros perso. C'est une horreur, le mec. Bref, le power creep partout, tout le temps. Malheureusement, ce power creep, il s'incarne également au travers des nouveaux détachements qui vous sont proposés. Le détachement Red Corsairs, il est d'une violence, mais absolument terrible. Là, encore une fois, je trouve que, à contrario du côté des corsaires Eldar, c'est plutôt cool, c'est plutôt paisible et par contre c'est très 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 riche en mécanique de jeu. Ils ont encore en fait réussi à réinventer un petit peu le gameplay Eldar, hein, chose qui avait déjà été faite par la faction Inari, hein, qui était quelque part un gameplay Eldar survitaminé avec plein de nouvelles options de jeu. Ils ont un peu réitéré la chose avec ces nouveaux détachements corsaires Eldar qui sont à mon sens réellement très bons. Et de toute manière, vu que c'est une armée que je vais faire, naturellement qu'un beau jour, je vais en reparler. Mais ouais, j'avoue, un petit coup de cœur là sur le gameplay corsaire. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, les corsaires, j'en avais quelques-uns. Voilà, pour jouer en allié avec ma force principale de Vaisseau Monde ou d'Host Fantôme ou d'Inari, que sais-je, ou même avec les Drukhari d'ailleurs. Mais là, ouais, clairement, quand je lis ça, le petit projet, en fait, 1000 points de corsaire, il naît de lui-même, quoi. J'ai clairement envie d'essayer ça. Et puis, surtout l'offre en figurines, hein, toutes les figurines tuent. Donc, naturellement que ça va se faire, hein, ça va se faire, cette petite armée de corsaires, donc qui rejoint quelque part les rangs de ce projet Eldar gigantesque. Pour changer un petit peu d'air, on va aller du côté de Horus Heresy via une série d'articles qui pop régulièrement sur Warhammer Community et qui fait extrêmement plaisir. Donc vous trouverez ça sous l'intitulé Pages from the Black Books. Il s'agit tout simplement de rééditions en ligne, donc en PDF, de contenus plus anciens dont la plupart datent un peu de 2020 et qui représentent tout simplement une grosse expérience de lore étendu concernant les légions, mais pas que. Honnêtement, ça régale. N'hésitez surtout pas à aller voir ça. Pages from the Black Books. Donc, c'est d'une série d'articles qui est actuellement en cours de parution, mais il y en a déjà eu un bon paquet de sorties. Et donc, vous trouvez plein de trucs. Donc, naturellement, il y a des ouvrages dédiés à une légion en particulier. Par exemple, aujourd'hui, j'ai lu celle dédiée aux World Eaters. Et donc, on part sur une expérience de lore. En gros, on dirait un codex enrichi. C'est que vous allez trouver des détails que moi, personnellement, par exemple, je ne connaissais pas. Et le tout accompagné d'illustrations qui vont vraiment en faire des caisses sur l'héraldique de la Légion, les différentes variantes d'armure que vous pouvez trouver.
Bref, c'est que du kiff. Donc là, on est full en anglais malheureusement, mais honnêtement, ne passez pas à côté de ça. Et ça parle pas uniquement de Légion. Vous avez par exemple tout un Black Book qui va vous narrer la croisade de Tramas. Et ça, bah, on adore. Donc, bah, Pages from the Black Books, excellente initiative sur Warhammer Community. N'hésitez pas, si vous avez une Légion chouchou, allez vous jeter là-dessus. Honnêtement, je me suis régalé et je suis loin d'avoir fini. Et pour parler d'autres articles qui ont bien fait plaisir, je suis tombé nez à nez avec un article nommé Custom Market Necromunda, où bah, des membres de la communauté vous présentent en fait leur table de décor Necromunda, souvent réalisée à partir des kits officiels Games Workshop. Ah, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau, une belle table Necromunda. Oh là 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 là. Ça tue. Donc ça aussi, allez y jeter un œil attentif. Custom Market Necromunda, c'était tout simplement incroyable. Et pour finir un peu sur les petites parutions texte, un article nommé Heraldry of the Dark Mechanicum, quelque part qui est un peu croisé avec les Pages from the Black Books. C'est le même genre d'article qui, bah, comme son nom l'indique, en fait, met le paquet sur l'héraldique que arbore le Dark Mechanicum. Et donc, bah, article à rallonge dans lequel vous allez trouver tout un tas d'idées et de schémas de couleurs pour habiller vos armées Dark Mechanicum, donc principalement à Legio Imperialis, parce que Legio Imperialis est pour l'instant le seul jeu Games Workshop à avoir une gamme Dark Mechanicum à part entière, mais naturellement, vous allez pouvoir transférer la chose sur la gamme Horus Heresy, même si à l'heure actuelle, elle est encore pas finie, quoi. On attend les espèces de grosses méta-araignées, là. Ça va être trop cool. D'ailleurs, en parlant d'Horus Heresy, outre les nouveautés Skitari, bah, on a eu naturellement le droit aux myrmidons du Mechanicum qui ont été annoncés au dernier événement. Quelle tuerie ces figurines, mon Dieu! La Myrmidon Destructor Host, là, c'est 6 figurines, mais à tomber par terre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait envie, cette faction du Mechanicum à Horus Heresy, c'est une horreur, hein. Il n'y a pas une seule figurine qui ne soit pas, mais excellentissime. C'est vraiment incroyable. Cette gamme, elle est mais incroyable. Bon, on va retourner sur 40K, on retourne 10 000 ans plus tard pour parler de cette énorme vague de nouveautés du côté de l'étoile à 8 branches. 2025 nous avait été annoncé comme étant l'année du chaos. Serait-il possible qu'en fait il s'agisse plutôt de 2026 ? Parce que là, on a eu... En vérité, peu de nouveautés, mais par contre, des trucs gros. La valse commence par un nouveau forge-guerre pour nos amis les Iron Warriors, donc le fameux Warsmith. Donc tout ça, en fait, ce sont des nouveautés qui vont être incarnées durant la prochaine campagne, donc le volet suivant celui du Maelstrom, et qui, cette fois, se passera en plein œil de la terreur. Néanmoins, je crois, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore de certitude à ce niveau-là, mais néanmoins, il y a de fortes chances. Donc bah, ça commence par un gros Warsmith complètement bourrin. À vrai dire, ce qui est très cool, c'est qu'il est calqué sur le tout nouveau modèle des armures cataphracti, dernièrement sorti pour 30K. Bah là, on a sa version complètement un peu qui a traversé 10 000 ans, tout simplement, donc ornée de partout, avec des grandes plaques de cuivre et de cuir. Bref, complètement Iron Warrior. C'est vraiment une très belle figurine. Ça, c'est le genre de truc qui est pas décevant. Pour dessous, c'est un gros perso qui fait bien plaisir. Cependant, j'ai bien l'impression qu'il faille se contenter de ça concernant nos bons vieux Iron Warrior, parce que tout ce qui nous est proposé à côté, c'est une simple grappe d'amélioration pour habiller vos légionnaires classiques. Et là, à mon sens, ça coince. Ça coince. Pour moi, le kit légionnaire, si excellent soit-il, il ne colle pas, je trouve, à l'ADN Iron Warrior. Tout est trop découpé, tout est trop effilé. On est vraiment dans la ligne un peu Sons of Horus, Black Legion. Ça va très bien, des Worldbearers ou des Night Lords, mais concernant l'Iron Warrior, je trouve que quelque chose
ne colle pas et ce n'est pas cette simple petite grappe d'amélioration très chiche en vérité. On a juste quelques épaules et quelques casques et un marteau. Ouais, ok, il y a un marteau. À mon sens, ça ne suffit pas pour faire d'un kit de légionnaire des Iron Warrior endurcis. Pour moi, honnêtement, la solution, elle est plutôt du côté de Horus Heresy. Ben, pourquoi pas, justement, adapter ce type d'upgrade sur des kits Horus Heresy. Là, les épaules, à mon sens, ça fonctionnerait bien mieux. Mais bon, là, ouais, vraiment mitigé. Les têtes nues, je les trouve pas belles. Il y a un truc qui coince un peu avec ce kit d'upgrade. Iron Warrior, mais bon, néanmoins, les joueurs Iron Warrior, ils n'ont pas attendu ce truc pour nous faire des armées 100% personnalisées et à mon sens ils le font bien mieux que cette offre commerciale vraiment très radine. Bon, néanmoins le Warsmith, lui, il ne déçoit pas, il a une gueule terrible. Et pour continuer dans le lourd et le suréquipé, on a un bon vieux nouveau kit de Chaos Mutilators qu'on n'avait pas vu depuis une éternité. Alors ces Mutilators, ils ont divisé, je pense. Comme diraient nos amis anglo-saxons, ils ont un look très bulky. Et c'est vrai que moi, là, à titre personnel, honnêtement, je suis pas saucé par ces Mutilators. À vrai dire, j'ai du mal à leur trouver des défauts. Mais en fait, la ligne, dans sa globalité, ne me plaît que très moyennement. En fait, c'est à la fois rond et carré. Il y a une espèce de disharmonie en fait dans les formes. Quand on voit le plastron est très carré, tandis que tout le dessus de l'armure est très rond. Il y a très peu de chair apparente, mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal. Là, on est sur quand même des créatures très blindées. Vraiment des créatures qui servent de fer de lance pour un assaut frontal. Donc ça, je comprends. Mais c'est vrai que le look, il est pas terrible. Ça me plaît moyen. Alors là, encore une fois, voilà, c'est un jugement photo. Une fois que j'aurai le kit en main, une fois que je vais lire la notice de montage, je vais peut-être complètement changer d'avis. Mais là, c'est vrai que le design global, je suis pas fan, tout simplement. Il y a un manque d'effort, je trouve, vraiment dans le dessin de l'armure. C'est... Ouais. Pour l'instant, c'est un gros mais on verra par la suite si ça évolue un peu. Peut-être que ce kit a quand même bien des surprises à nous offrir. Bon là, néanmoins, quand on les voit en photo aux couleurs des Iron Warriors, ça a quand même un certain cachet. On va pas se mentir. Et dans le sillage de ces nouveaux petits pépères, eh bien, Games est allé encore dans le plus gros. Parce que là, il nous offre ni plus ni moins qu'un nouveau Defiler. Et celui-là, je crois qu'il a décroché plus d'une mâchoire. Là, les gars, on est sur un kit tout simplement exceptionnel. Il suffit de regarder les différents visuels, tout simplement pour comprendre que ce kit, il va être monstrueux avec un nombre d'options d'assemblage assez pharaonique, et y compris les poses. Là, on voit du Defiler, qui a un peu des accès, ou alors qui a une marche complètement frontale. On voit que ce Defiler, il en a mais un maximum sous le coude pour nous offrir une expérience délirante. Et il y a un nombre d'armes complètement fou, que ce soit tir ou corps à corps. Il y a plein de variantes d'armures différentes. Ça, c'est génial parce qu'on va pouvoir se faire un Defiler très monolithique, très Iron Warriors, comme là, il y a un visuel avec un Defiler Iron Warriors qui arbore à la fois des côtes de mailles, des plaques d'armure un peu plus carrées, tandis qu'on a l'équivalent en Black Legion là qui va être beaucoup plus ostentatoire, avec des pics partout. Enfin, bref, ce kit, à mon avis, il va être incroyable. Un nombre d'armes complètement sidérant, des variantes pour faire appartenir ce Defiler à une des divinités du Panthéon, donc des petites variantes de tête, tout simplement. Waouh, ce Defiler, il s'annonce tout simplement incroyable. Honnêtement, là... Là, le truc, il te le faut. Il te le faut. D'ailleurs, il m'en faut un aussi. Ça me paraît difficilement contournable de ne pas me faire un petit Defiler aux couleurs de Nurgle. Là, ça me paraît difficilement esquivable. Là, vraiment, si en plus de ça, on peut magnétiser les armes,
Waouh! Waouh! Il y a tellement de trucs à faire à mon avis avec ce nouveau kit et en plus, en termes de peinture, l'expérience Defiler, c'est quand même terrible parce qu'on a à la fois des plaques d'armure, on a beaucoup de trim, on a beaucoup de parties métalliques et on a également beaucoup de parties organiques. Autrement dit, c'est un putain de kit de rêve, hein. Toutes les techniques différentes à appliquer là-dessus. Bah, en tout cas, spoiler alert, mais je crois que ce Defiler, je vais en faire un cursus de formation, hein. Bon, voilà, je propose au sein de Ruralhammer Studio des cursus de formation véhicules en commun. J'en ai fait un d'ailleurs au mois de février, c'était super sympa. Bah là, ce Defiler, je vais le faire, hein. Un jour, on va se réunir à 4 personnes et on va se dire, ok, en 2 jours, on peint un Defiler. Donc il y en a un qui en fera un Black Legion, moi j'en ferai un Nurgle, un autre il en fera un World Eaters. Ah ouais, 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 là, ça me paraît mais exceptionnel. Là, si vous voulez parfaire vos techniques d'aéro et de pinceau, le Defiler, mais c'est juste le meilleur morceau du monde, hein. On fait l'organique à la contraste, on bosse les parties métalliques, je sais pas, avec 36 méthodes différentes, de la roue, du marron, du brossage à sec. On se fait les plaques d'armure à l'aéro, on se fait du liquide de masquage pour ensuite faire les trims avec la couleur métallique de votre choix, avec des ajouts d'encre et tout. Mais putain, waouh, là c'est un projet mais terrible, hein, en termes d'apprentissage de peinture. Donc bah je pense que une fois que ce truc sera sorti, je vous le proposerai sans doute pour venir faire un peu les marioles au Ruralhammer Studio lors d'une formation en commun. Ça me paraît assez incontournable ce truc. Et pour accompagner cette vague de nouveautés du côté chaos, eh bien, il fallait bien le pendant impérial et ça se passe du côté de l'Adeptus Mechanicus avec la sortie d'un nouvel Archmagos Terminus. Donc cet Archmagos, bah, c'est une très très belle figurine et ça fait plaisir, hein, parce que c'est vrai que ces dernières années, si le Mechanicum à 30K va te décoller la rétine en permanence, c'est vrai que du côté de 40K, on s'ennuyait un peu. Et du coup, bah, ce nouvel Archmagos vient remettre un peu de funk dans l'équation, même que c'est une fille qui s'appelle Tulia. Donc bah, malheureusement, on remet le doigt dans cette mécanique du personnage nommé systématique, hein. Systématique, là c'est vrai que 40K a vraiment mis le doigt dans cet engrenage-là, hein, qui consiste à ne mettre en avant que des personnages nommés, voire carrément à baser certains détachements et donc certains gameplays euh, complètement en fait sur les services d'un personnage nommé, hein, et ça m'énerve un peu, hein, l'obligation de devoir jouer un personnage nommé pour avoir accès à ces règles de détachement. Je trouve ça vraiment abusé, mais bon, en tout cas, ça fait quand même de très belles figurines. Et cette petite nana, elle vient accompagnée d'une nouvelle escouade d'appui lourd cette fois, qui se nomme les Astari. Donc, bah, ce sont des éléments tout simplement des macroclats de Skitari, mais déclinés dans des versions d'appui-feu lourd. Bon, là, les figurines, elles font pas des masses rêver. Euh, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est très peu original. Les poses ont l'air un peu chiches, ils ont l'air un peu tous pareils. Pas de quoi fouetter un chat, à mon avis. Et ça vient un peu enfoncer le clou d'une gamme Mechanicus 40K qui souffre énormément de la comparaison avec sa grande sœur de 10 000 ans plus tôt. Dommage. Bon, ces figurines sont quand même sympas au demeurant, mais néanmoins, je trouve qu'elles ne réinventent pas la poudre. Et évidemment, pour accompagner tout ce petit monde du côté impérial, bah, il nous fallait également la sortie d'un gros machin. Et ce gros machin, bah, c'est ni plus ni moins que l'apparition d'une nouvelle classe de chevalier impérial nommé le destrier. Donc un destrier qui fait complètement la jonction avec le châssis petit de type armigère et le gros châssis de type questoris. Il est pile poil entre les deux. Ben, à la vision de cette nouveauté, je me suis dit, bah ok, c'est un chevalier impérial moyen. Je vois pas quoi en dire de plus. Il y a une absence assez totale de prise de risque, hein, dans le design de cette nouvelle bête.
C'est tout simplement un mélange des deux, hein. Il y a pas 36 trucs à dire. Il est un peu plus armuré, voilà, il y a des petites variations dans les formes. Le kit, naturellement, s'annonce assez pléthorique en termes d'options d'armes, d'options de tête et tout, et c'est tant mieux. Mais voilà, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je ne trouve pas grand-chose à en dire de plus que OK, c'est un chevalier impérial moyen. Donc bah on verra bien, on verra un peu ce qu'il nous propose en termes de montage, on verra combien ça coûte hein, également. Mais là encore, c'est possiblement une figurine très sympa pour les petits cursus de formation, parce que un Questoris, moi généralement je fais ça en 2 jours, mais bah, en 2 jours c'est pas donné à tout le monde non plus, et peut-être tandis qu'un armigeur c'est un peu chiche quoi, il n'y a pas énormément de plaques d'armure sur un armigeur, voilà, pour apprendre à bien faire de l'aéro et tout, c'est quand même mieux d'avoir un peu plus de volume. Et ben, ce petit destrier, il pourrait être très très sympa pour ça. Pour là, encore une fois, faire partie d'un cursus de formation, de peinture, de véhicules en commun. On verra ça en temps voulu. Bon, néanmoins, bah, un nouveau chevalier, c'est quand même pas rien, parce que jusqu'à maintenant, on avait un codex qui regroupait uniquement 2 châssis. Désormais, nous en aurons 3. Et on va finir cette petite salve de nouveautés par AOS. Donc ouais, dans cette émission, j'ai pas beaucoup parlé d'AOS et de Old World. Tout simplement, il ne s'est pas passé grand-chose. Et quand il se passait des trucs, c'était surtout du côté des règles. Et là, je dois avouer mon incompétence totale à ce sujet. Néanmoins, à AOS, c'est la sortie des Sylvanettes. Donc une sortie traditionnelle avec tout ce que ça implique. On a d'une part le nouveau Battle Tome, on a une Battle Force qui joue un peu les bourrins parce qu'on n'a pas moins de 3 hommes arbres, donc chacun dans sa variante différente, accompagné de 2 escouades de 3 Kurnos. Superbe boîte, hein, moi j'adore ces figurines. Et du côté de la Spearhead, ça joue un peu les originaux parce que on trouve en fait les volants, mais tous les types d'unités volantes disponibles dans le Battle Tome Sylvanette. Très sympa. Vraiment très très sympa, avec cette figurine également magnifique de l'arc revenant que je trouve fabuleuse. Bref, une petite offre en boîte qui est vraiment très sympa, et le tout s'accompagne d'un nouveau personnage, le Grove Guardian. Waouh, mais qui est à tomber par terre. Je crois que c'est la plus belle figurine de ce début d'année. Une figurine tout simplement incroyable, qui regorge de détails. En fait, chacun des éléments de cette figurine vous raconte un truc, hein. Vraiment, il y a une dryade en train de naître au pied de ce nouveau héros. Il y a plein de petits insectes partout. Enfin, en plus, c'est en accord total avec son lore. Mais quelle beauté, hein. C'est voilà. AOS, il vient assez rarement, hein, parmi toute cette tempête de news 40K. Mais quand il vient, ok, hein, on subit quoi. On subit en fait cette direction artistique, mais complètement folle. Donc vraiment magnifique. On aurait aimé en fait voir une petite actualisation des Dryades, hein, à accompagner ce nouveau personnage. Les Dryades, honnêtement, c'est les seules figurines de la gamme Sylvanette qui ont pris un petit coup de vieux. Rien de trop grave cependant, mais c'est vrai qu'elles mériteraient quand même un petit refresh. En tout cas, ouais, figurine Sylvanette à tomber par terre, là, vraiment, y a rien à dire, hein. Et puis quel morceau à peindre. Pouah, quel morceau à peindre. Là, clairement, une figurine de concours en puissance. Bon, les gars, c'est tout pour cette petite gazette, un peu plus chiche que d'habitude, hein. Il n'y a pas eu de gros événements à proprement parler, mais bon, néanmoins, actualité quand même foisonnante, autant du côté Games Workshop que du côté du podcast et de son association. Bon, écoutez les gars, je vous retrouve très vite
Là, je vais peut-être pas avoir de temps pour faire une autre émission un peu dans la foulée de celle-ci. On verra bien si j'arrive à me dégager un peu de temps, mais j'ai beaucoup à faire. Bon, bah, on se retrouve bientôt sur le Discord. N'hésitez pas à venir nous suivre sur le Discord, à jouer au bingo. N'hésitez pas à faire vos courses chez My Hobby Place en soutenant mon poulailler. Et n'hésitez pas aussi à faire appel à notre nouveau partenaire Arrakis Miniatures, chez qui vous aurez 15% de ristourne avec le code RURAL15. Bah écoutez les gars, profitez bien, jouez bien et peignez bien. C'était Brother Maxou pour Rural Hammer et je vous dis à tout vite.